Donc, pour rappel à tous, ce webinaire est enregistré et sera consultable par la suite sur le site de la FIEV et de l'IDIT. Je laisse maintenant la parole à Ludovic Courtourier et Yolande Véricel. Merci à vous. Je vais mettre la présentation. Voilà, vous la voyez? Oui. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis Ludovic Courtourier, je suis le directeur de l'IDIT, qui est l'Institut du droit international des transports. C'est un organisme qui a été créé en 1969 et qui est un organisme assez unique en France, puisque c'est un organisme de recherche privée qui est spécialisé dans les études en droit des transports, de la logistique. C'est un peu notre ADN, et on s'inscrit de plus en plus, depuis de nombreuses années maintenant, dans le cadre des problématiques des mobilités et des nouvelles énergies. Nous produisons régulièrement et nous sommes membres partenaires de nombreuses études nationales et européennes qui portent sur ces questions. Et nous sommes une association qui compte actuellement un peu plus d'une centaine de membres, qui est un peu assez représentative de l'ensemble des acteurs des mobilités de la supply chain, et avec un focus particulier sur le monde du droit, puisqu'on s'intéresse évidemment à ces questions, et également des organisations internationales. Nous sommes une équipe de 9 personnes actuellement, dont 7 juristes experts en transport et mobilité. Nous avons plusieurs bases propriétaires qui couvrent une cinquantaine d'années de jurisprudence, et un réseau international qui nous permet de faire des études de droit comparé qui couvre actuellement 12 pays. Nous publions environ nous avons publié un peu plus d'une trentaine de publications sur 5 ans. Et nous avons également, au-delà de l'activité recherche, qui est une activité prépondérante chez nous, une activité de formation. Nous proposons des formations assez régulièrement, des sessions de formation également. Depuis peu, c'est officiel depuis peu de temps, on a un partenariat avec DS Avocats, et on aura une formation bientôt qui sera organisée en 2023 sur les aspects juridiques des véhicules automatisés, et également sur les contrats d'assurance. Alors aujourd'hui, la thématique le webinaire sera présenté au sein de l'IDIT par Yolande Véricel, que d'aucuns d'entre vous, je crois, connaissent bien, qui est chargée de recherche juridique à l'IDIT depuis 2022, et qui travaille, après un doctorat en droit spécialisé en responsabilité civile et assurance, travaille sur les sujets des mobilités depuis maintenant 2014. Et aujourd'hui, donc, il s'agit de replacer en tout cas le contexte dans lequel s'inscrivent les 2 projets de texte européens, à savoir la révision de la directive ITS, et puis également le projet de règlement Data Act dont M. Barret vous a parlé il y a quelques minutes. Alors ici, il ne sera pas question d'analyser dans le détail, évidemment, dans le temps qui nous est imparti, ces deux textes, qui peuvent encore, en tout cas, évoluer, mais d'en dresser les grands principes, et puis d'éclairer un petit peu, nous éclairer un petit peu sur la complexité de ces textes, et surtout sur les étapes à venir autour de ces textes, et aussi de cette problématique importante. Donc, je vais laisser la parole à Yolande, qui va intervenir dès maintenant. Merci Olivier, merci Ludovic pour cette introduction. Alors, je suis ravie de l'invitation de la FIEV, et je vous propose donc aujourd'hui de nous intéresser aux 2 projets de réforme européenne que sont le projet de révision de la directive ITS et le projet de règlement Data Act. Avant de débuter l'étude de ces projets de textes européens, il m'apparaît important de définir les termes de mon intervention. En particulier, pourquoi faut-il s'intéresser à la donnée? Peut-être Ludovic, si tu peux commencer à partager les slides. Slide suivante. Merci. La protection des données n'est pas une problématique récente, apparue avec le développement des nouvelles technologies.
et bien que le terme de données personnelles ne soit apparu en France que dans les années 70, les citoyens étaient préoccupés par les informations que des entités tierces pouvaient détenir sur eux, bien avant l'avènement de l'informatique. Par exemple, au XVIIIe siècle, l'archevêque Boisgelin de Cussé fustigeait déjà le certificat de bonne vie et mœurs, qui était exigé des mendiants éloignés de leur domicile. Il défendait la liberté de quitter un lieu, de se dissimuler, mais aussi le droit à l'anonymat et au respect du secret des individus. C'est après la Seconde Guerre mondiale que le monde réalise que le traitement des données peut se transformer en arme de destruction, dans la mesure où c'est l'inventaire du patrimoine génétique recensant près de 12% de la population du Grand Reich qui est en partie à l'origine du génocide. La nécessité d'une législation de protection de la donnée s'est accélérée dans les années 70, à l'occasion de l'affaire Safari. L'acronyme désigne le système automatisé pour les fichiers administratifs et le répertoire des individus. En effet, à la suite du passage à l'informatique, l'administration française décide de mettre au point un fichier automatisé reposant sur le numéro de sécurité sociale de l'individu et permettant l'accès à tout un ensemble d'informations sur lui. Ce projet a été stoppé net après sa révélation dans un article publié au journal Le Monde en 1974. On assiste alors à la naissance du concept de protection de la donnée et à l'adoption de la loi Informatique et Liberté qui créa la CNIL en 1978. Le règlement de protection des données personnelles, le RGPD, adopté le 25 mai 2018, n'est donc que la suite logique de cette législation. Si la loi française de 78 visait à protéger les citoyens contre l'administration, le RGPD, et avant lui déjà une directive de 95, avait pour ambition de protéger les personnes physiques des grands acteurs économiques. Il n'est évidemment pas question aujourd'hui d'étudier dans le détail le RGPD, mais seulement d'en retenir les grands principes. Il s'agit d'un règlement de protection des données dites personnelles, en imposant notamment la protection de ces données dès la conception. Par ailleurs, la définition très englobante de la donnée personnelle issue de l'article 4 du RGPD signifie que les données du véhicule, fussent-elles techniques, peuvent être considérées comme des données personnelles si elles permettent à minima d'identifier le propriétaire du véhicule. Pour poursuivre notre approche introductive et après avoir rappelé la raison d'être de la législation protégeant les données personnelles, il faut à présent évoquer la multiplication des enregistreurs de données. Si l'on s'en tient à l'objet véhicule, vous pouvez ici constater que plusieurs enregistreurs peuvent être intégrés avec ou sans le consentement du propriétaire du véhicule, voire sans le consentement du conducteur, lorsqu'il n'est pas le propriétaire du dit véhicule. Ces enregistreurs de données sont réglementés et poursuivent des finalités précises. Certains enregistreurs ont un objectif de sécurité routière, comme les enregistreurs de données d'événements. D'autres enregistreurs visent à faciliter la charge de la preuve, comme avec le DSSAD. Et enfin, certains conducteurs peuvent volontairement brancher sur la prise OBD de leur véhicule un enregistreur de données avec pour finalité l'établissement de leur prime d'assurance. Nous aurions pu également citer la réglementation liée à l'e-call, les données collectées étant destinées à l'assistance aux blessés. L'objectif de la démonstration ici n'est pas de lister toutes les données présentes dans le véhicule. En revanche, il était important de rappeler que le marché de la donnée existe déjà et que les règles de protection, fussent-elles contraignantes, ont pour objectif la protection des citoyens. Ces règles proviennent de différentes sources, qu'elles soient nationales ou internationales. J'ai évoqué avec vous la loi française Informatique et Liberté de 1978, mais également le RGPD. La multiplication des données, les différents outils d'enregistrement, mais également l'accroissement du marché de la donnée ont intéressé les législateurs nationaux et internationaux. Il m'a été demandé d'évoquer avec vous l'impact des projets de révision de la directive ITS et du Data Act sur le marché de la donnée du véhicule. Pour comprendre les enjeux juridiques de ces textes, il faut impérativement commencer par s'interroger sur leur valeur dans l'ordonnancement juridique français. Les normes juridiques, en référence à l'ensemble des réglementations nationales et internationales, sont traditionnellement présentées sous la forme d'une pyramide dite de Kelsen. Toutes les normes n'ont pas la même valeur juridique. C'est ainsi qu'on retrouve au sommet de la pyramide de Kelsen le bloc de constitutionnalité, composé notamment de la Constitution du 4 octobre 1958, de la Charte de l'environnement de 2004 ou encore des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, comme les lois de la défense.
Lorsque l'on fait référence à la pyramide de Kelsen, on souhaite mettre en évidence 2 points. Le premier, chaque norme inférieure doit être conforme à la norme qui la précède, la valeur supérieure. Le second point permet de régler la question du conflit des normes. En cas de discordance entre 2 normes de valeurs différentes, celle qui a une valeur supérieure l'emporte. Par conséquent, la première conclusion que nous pouvons tirer de cette observation est la suivante. Les projets de texte visés par cette présentation auraient une valeur supérieure à la loi française. Cela signifie que les lois et règlements français, c'est-à-dire les décrets et les arrêtés français, devront tous se conformer aux dispositions internationales si elles étaient adoptées. Autre point d'attention, dans la catégorie des sources internationales, désignées également sous l'appellation de bloc de conventionnalité, il convient de distinguer 2 sources de droit. La première est constituée des traités internationaux conclus par la France avec d'autres pays que l'Union européenne. On y retrouve ici par exemple la Convention de Vienne qui régit les règles de circulation routière. La seconde source de droit international est constituée du droit communautaire, c'est-à-dire du droit de l'Union européenne. Les règlements et directives européens, appelés droits communautaires dérivés, sont pris en application des textes fondateurs, appelés droits communautaires primaires. Ce sont des actes contraignants, c'est-à-dire qu'ils s'imposent aux États membres, mais avec une incidence différente. D'une part, une fois adopté, le règlement européen s'applique directement sans aucune possibilité de modification par l'État membre. D'autre part, la directive européenne nécessite une transposition au sein de l'État membre et certaines dispositions peuvent être laissées à la discrétion de chacun des États membres. Vous le comprenez, la nature des projets de texte, ici de révision de la directive ITS ou encore le projet de règlement Data Act, présente au moins autant d'importance que les dispositions elles-mêmes, puisque l'impact dans l'ordonnancement juridique français sera différent. À présent, j'aimerais rapidement rappeler la composition des règles d'homologation des véhicules. Vous le savez, afin d'harmoniser la réception des véhicules et leur circulation transfrontalière, un corpus de règles internationales a été édicté. Celui-ci est actuellement composé de 2 grandes réglementations. La première émane des Nations Unies. Il s'agit des réglementations techniques issues des accords de Genève de 1958, complétées par les règlements UNES, que l'on peut également appeler règlements ONU. Parmi les dernières dispositions adoptées, on retrouve le règlement ONU portant sur la LKS, l'aide au maintien automatisé dans la voie, ou encore les règlements ONU cybersécurité. Aux côtés de ces réglementations techniques s'ajoute une réglementation dite sécurité, qui émane de l'Union européenne. Ces réglementations UE font directement référence au règlement ONU et ajoutent des dispositions spécifiques à l'Union européenne. Depuis le 6 juillet 2022, le règlement UE 2019-2144, relatif à la sécurité générale, actualise les exigences en matière de sécurité des véhicules de l'Union européenne. Ce règlement actualise également les exigences destinées à répondre aux préoccupations spécifiques des usagers vulnérables de la route, tels que les piétons ou encore les cyclistes. Après avoir rappelé ces éléments de contexte, nous allons à présent nous interroger sur les projets de réglementation européenne, que sont le projet de révision de la directive ITS et le projet de règlement Data Act. Ces projets de réglementation européenne sont à l'étude. Contrairement à ce que je lis parfois, ces textes n'ont pas été adoptés et ils ne sont donc pas entrés en vigueur. Il s'agit, comme leur nom l'indique, de projets. Leur champ d'application est différent. Le premier, le projet de révision de la directive ITS, concerne principalement les infrastructures connectées. Le second, le projet de règlement Data Act, vise l'ensemble des objets connectés. La question à laquelle il m'a été demandé de répondre est de savoir dans quelle mesure ces 2 textes peuvent s'appliquer lorsqu'il s'agit d'évoquer les données du véhicule. Commençons, si vous le voulez bien, par le projet de révision de la directive ITS qui porte sur les systèmes de transport intelligents. En 2010, une directive européenne a consacré l'avènement des systèmes de transport intelligents, STI en français, ITS en anglais. Ces systèmes de transport intelligents ont été définis comme des applications avancées qui visent à fournir des services innovants liés aux différents modes de transport et à la gestion de la circulation. Toujours selon la directive, ces systèmes de transport intelligents permettent aux utilisateurs d'être mieux informés
et de faire un usage plus sûr et plus coordonné des réseaux de transport. La directive ITS a donc pour ambition d'encourager la multimodalité en encadrant la collecte de données générées par des infrastructures de communication, ainsi que par la communication entre les véhicules, les voyageurs et les services. La directive ITS ambitionne de réduire les engorgements croissants des infrastructures routières et la hausse de la consommation d'énergie qui en résulte. Sans être intelligent à proprement parler, le système de transport intelligent repose sur la collecte de 3 catégories principales de données à destination des citoyens qui sont en demande de mobilité plus efficace. Il s'agit des données portant sur la circulation en temps réel, comme les bouchons, les temps de parcours, mais également les événements de circulation participant à la sécurité routière, comme les obstacles, les accidents, la météo, et enfin les aires de stationnement poids lourds. Plusieurs textes ont complété par la suite la directive ITS, notamment en ce qui concerne la mise à disposition dans l'ensemble de l'Union de services d'information en temps réel sur la circulation. Et certaines de ces dispositions internationales ont également nécessité une transposition en droit interne. C'est le cas de la loi de libéralisation des données de transport du 6 août 2015, dite loi Macron. Vous l'avez compris, la directive ITS ne concerne pas directement les véhicules, mais les infrastructures. Le projet de révision s'inscrit dans la continuité des textes répertoriés sur cette slide. Dans le temps imparti et au regard du scope de l'intervention, il ne m'appartient pas d'entrer ici dans le détail des réglementations existantes. L'idée ici est de vous démontrer qu'il est tout à fait possible de prévoir un cadre légal de gestion de la donnée. Mais cette réglementation s'est avérée insuffisante. Revenons à présent sur le projet de révision de la directive ITS. Dans le cadre de sa stratégie de mobilité durable et intelligente, la Commission européenne a présenté le 14 décembre 2021 un ensemble d'initiatives destinées à moderniser le réseau de transport de l'Union européenne, en particulier ses infrastructures. Le paquet mobilité verte et efficiente comprend ainsi 2 propositions législatives, l'une sur le réseau transeuropéen de transport et l'autre sur les systèmes de transport intelligents. L'évaluation de la directive ITS a en effet mis en évidence des lacunes, notamment dans le déploiement et la coordination des services. L'objectif de la révision de la directive ITS est donc de renforcer l'interopérabilité et la continuité des systèmes de transport intelligents dans l'ensemble de l'Union européenne, et en y incluant les innovations dans le domaine de la mobilité connectée, automatisée et servicielle. Pour rappel, s'il était adopté, ce texte, une directive, qui émane du Parlement européen, nécessiterait en France une loi de transposition pour pouvoir être appliquée. Une fois transposée, les textes nationaux, lois et règlements français devront s'y conformer. En cas de conflit de normes, c'est la directive qui s'appliquerait. Pour en revenir au contenu du projet de révision de la directive ITS, la proposition élargit son champ d'application en redéfinissant 4 domaines prioritaires pour les services ITS: l'information et la mobilité, les voyages, le transport et la gestion du trafic routier, et enfin la sécurité et la sûreté routière. Les principales mesures concernent l'obligation de disponibilité et d'accessibilité de certaines données, la mise en place d'une architecture communautaire de la protection des données, et enfin, il est donné à la Commission européenne la possibilité de mettre à jour la liste des données et des services obligatoires au moyen d'actes délégués. À la lecture de ce projet, qui peut donc encore évoluer, il semblerait que les règles de réception du véhicule ne soient pas modifiées par la révision de la directive ITS. Le considérant 18, ici reproduit, exclut du champ d'application du texte les véhicules et équipements relevant d'actes législatifs distincts. Cependant, à lire le texte, je cite, ces actes législatifs relatifs à la réception des véhicules s'appliquent aux équipements liés au STI installés dans les véhicules, mais pas aux équipements et logiciels STI externes des infrastructures routières, lesquels devraient relever du champ d'application de la présente directive. Cela signifie donc que si la réception du véhicule elle-même ne semble pas directement impactée par le projet de révision de la directive ITS, à l'inverse, les éléments extérieurs au véhicule mais connectés à ces derniers seront pleinement concernés.
Cela semble donc imposer tout de même aux constructeurs de s'intéresser spécifiquement aux modalités requises pour que le système du véhicule non soumis à la directive ITS soit compatible avec les éléments extérieurs qui seront quant à eux pleinement assujettis à la directive ITS. À présent, je vous propose d'évoquer ensemble l'impact du Data Act sur la réception du véhicule et la gestion des données du véhicule. Le projet de règlement nommé Data Act ou encore Loi sur les données, actuellement non adopté, ne nécessiterait pas de loi de transposition pour être applicable en France. Pour rappel, un règlement adopté par le Parlement européen est d'application immédiate sur le territoire national et sans aucune modification du texte. En cas de conflit entre plusieurs normes, c'est bien le règlement européen, norme supérieure, qui prévaudrait sur le texte national discordant. La proposition européenne Data Act part du constat que les données sont une composante centrale de l'économie numérique et une ressource essentielle pour assurer les transitions écologiques et numériques. Avec l'explosion du volume de données générées par l'être humain et ou les machines, le législateur européen a craint que ces données soient concentrées entre les mains d'une minorité d'entreprises, et ce, au détriment des utilisateurs. Ainsi, le Data Act vise à fournir une législation horizontale pour le partage des données. Il s'inscrit dans un cadre juridique très complet en France et en Europe. Nous en avons retracé ensemble les éléments historiques en introduction de ce webinaire. L'importance des données et les débouchés en termes de marché de la donnée ont incité la Commission européenne à créer un véritable marché unique et conforme aux valeurs de l'Union européenne, qui s'inscrit dans ce corpus de règles de protection de la donnée et des systèmes d'information. Le projet de règlement Data Act marque une étape supplémentaire dans la construction de ce marché unique européen. Il vise à favoriser une économie européenne de la donnée respectueuse des libertés et des droits fondamentaux. Ainsi, le Data Act horizontal s'applique à tous et s'intègre dans un ensemble de 5 nouveaux textes comprenant également le Digital Services Act, le Digital Markets Act, le Data Governance Act et enfin l'Artificial Intelligence Act. La présente intervention porte exclusivement sur le Data Act, soit la réglementation visant à renforcer les droits des utilisateurs et une meilleure répartition de la valeur issue de l'utilisation des données entre les acteurs de l'économie de la donnée et sans distinction entre ces différents acteurs. Rappelons que l'objectif affiché est de permettre l'exploitation des données qui seraient sous-exploitées à hauteur de 80% et de générer 270 milliards d'euros de PIB supplémentaires d'ici à 2028. Le Data Act est donc une réglementation générale qui a pour ambition de faciliter l'accès aux données et leur utilisation, notamment d'entreprise à entreprise et entre les entreprises et les administrations publiques. Il a également pour objectif de réexaminer les règles relatives à la protection juridique des bases de données. La Commission évoque la nécessité de trouver un juste équilibre entre les droits d'accès aux données et les incitations à investir dans les données, sans modifier les règles actuelles en matière de protection des données. Cela signifie que les grands principes du RGPD s'appliquent toujours et qu'en cas de conflit entre les textes, c'est le RGPD qui devra prévaloir. Toutefois, l'exposé des motifs, qui précède le projet de règlement lui-même, exclut là encore expressément les véhicules assujettis à la législation relative à la réception par type. Concrètement, le Data Act ne devrait pas être intégré au corpus de règles d'homologation du véhicule. Cependant, la Commission précise toujours dans cet exposé des motifs, ici reprographié, qu'il est nécessaire de prévoir de nouvelles règles pour garantir la législation existante relative à la réception par type des véhicules et vérifier qu'elle soit adaptée à l'ère numérique, favorise le développement de véhicules propres, connectés et automatisés. Il est même recommandé de se référer directement au Data Act pour procéder aux modifications des règles de réception des véhicules. En conséquence, le projet de règlement Data Act ne semble pas s'intégrer aux règles d'homologation du véhicule.
Cela ne signifie pas que les constructeurs automobiles ne sont pas concernés par le Data Act. Pour le dire autrement, la question de la gestion des données du véhicule, l'accès à ces données par les utilisateurs du véhicule, ne se posera pas au stade de la réception du véhicule. En revanche, et c'est important, l'utilisation des données du véhicule devra respecter les règles établies par le Data Act. C'est la raison pour laquelle l'industrie automobile est particulièrement attentive aux règles qui seront établies. Bien entendu, des accords contractuels existent déjà pour la gestion de certaines données. On pense notamment au TPS e-call qui nécessite le consentement du propriétaire. Et il suffit de lire les contrats de vente des véhicules neufs pour avoir connaissance de certaines de ces dispositions. Pour autant, cela ne semble pas suffisant pour garantir notamment un accès non discriminatoire à chaque utilisateur du véhicule et non pas au seul acquéreur. Le Data Act vise en effet à élargir ce droit d'accès à chaque utilisateur qui contribue à générer de la donnée, mais ce Data Act est lui-même critiqué. Les discussions autour du projet de règlement Data Act ont débuté il y a plusieurs années. En février 2022, une proposition législative a été publiée. Plusieurs États membres ont fait valoir des observations qui ont fait l'objet de plusieurs textes dits de compromis. Depuis fin janvier, les choses semblent s'accélérer. Les commissions Affaires juridiques, Libertés civiles et Marché intérieur ont rendu leurs avis comprenant de nombreux amendements au quatrième texte de compromis adressé par la présidence suédoise le 17 janvier. Cependant, les amendements au texte initial ne sont pas encore satisfaisants. Des voix se sont élevées en France et à l'étranger pour critiquer le Data Act en invoquant une violation du secret des affaires, mais également en exigeant des dispositions sectorielles adaptées. Par exemple, l'Allemagne a demandé des clarifications sur plusieurs points de la nouvelle proposition. On s'interroge notamment sur le champ d'application du Data Act. Tous les produits sont-ils concernés ou peut-on exclure les appareils qui affichent du contenu comme les téléviseurs intelligents? C'est également le sens des commentaires adressés en décembre 2022 par la France, qui regrette que certains produits soient exclus du champ d'application du texte, à l'instar des smartphones. Les autorités françaises considèrent qu'une extension du périmètre des produits concernés est nécessaire, à condition que celle-ci s'accompagne d'une distinction claire entre les device data, entrant dans le champ d'application du texte, et les content data, qui en seraient exclus au titre de la protection des droits d'auteur et des droits voisins. Les industriels ont également fait valoir leurs observations. Par exemple, dans une communication commune, 30 lobbies de plusieurs industries européennes ont déploré un saut dans l'inconnu. Parmi leurs préoccupations, on retrouve la protection du secret des affaires et une demande portant sur la clarification des obligations de partage et notamment un encadrement plus strict du partage avec les entités publiques ou encore un allongement des périodes de transition à 36 mois. Bien entendu, les craintes évoquées sont légitimes. Et comme vous l'avez compris, il est difficile, dans le cadre de cette intervention, d'exposer dans le détail le contenu d'un projet de règlement qui fait encore débat et qui va évoluer dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, puisque la prochaine session plénière de la Commission est prévue le 13 mars. Encore une fois, j'insiste, si ce texte n'a pas d'incidence sur les règles d'homologation du véhicule en tant que tel, la gestion des données du véhicule serait, quant à elle, soumise au respect du règlement européen. Avant de conclure cette présentation, j'aimerais vous rappeler qu'en droit, rien n'est figé. Il va falloir qu'un texte soit adopté. C'est le sens des dernières tribunes qui déplorent les nouveaux reports d'examen, voire d'adoption du texte final. Mais rien ne sera définitivement inscrit dans le marbre. La révision de la directive ITS est un exemple de ce qui est envisageable. Une réévaluation du texte après quelques mois, voire quelques années d'application, est tout à fait possible. Il sera également possible d'envisager des textes complémentaires au Data Act horizontal que nous avons présenté aujourd'hui. Pour conclure cette présentation, j'aimerais à nouveau insister sur le champ d'application de ces textes. Vous l'avez compris, l'ensemble des projets de texte ici présentés semblent tous exclure de leur champ d'application les véhicules homologués qui font l'objet d'une réglementation distincte. À lire ces textes,
on peut en retenir qu'ils n'auront peu, voire pas d'impact immédiat sur les règles d'homologation du véhicule. Mais un vaste chantier de réforme des règles de réception s'entrevoit aisément. Rappelons également que si les règles de réception du véhicule ne semblent pas concernées, la gestion des données, quant à elle, serait soumise au respect des dispositions qui seraient adoptées. Enfin, pour une approche complète des risques et opportunités de l'utilisation des données du véhicule, d'autres textes non évoqués ici ne sont pas à négliger. Sans être exhaustive, je vous renverrai à nouveau à l'IA Act ou encore aux réglementations techniques qui sont en cours. Je vous remercie de votre attention et nous sommes maintenant à l'écoute de vos questions. Merci Yolande pour cette présentation et cette clarification entre la différence entre les différentes directives et réglementations. Il y a une question qui m'a été adressée. Vous avez parlé de Data Act, mais dans la presse, on parle de Data Act horizontal ou sectoriel. Est-ce que vous pourriez préciser l'objet de ces deux distinctions? Le Data Act horizontal, c'est celui qui a été présenté dans le cadre de ce webinaire. C'est celui qui est horizontal et c'est celui qui s'adresse, quel que soit l'objet connecté. Ce qui pose quelques difficultés, c'est qu'il n'est pas adapté à certaines catégories et notamment aux données du véhicule. Et c'est la raison pour laquelle vous avez un certain nombre de prises de parole ces dernières semaines pour réclamer un Data Act sectoriel et qui s'appliquerait spécifiquement aux données du véhicule. Très bien. Une autre question, puisqu'on parle de données utilisateurs, lorsque dans une voiture, il y a plusieurs utilisateurs, comment peut-on être sûr de bien définir l'utilisateur qui devra ou qui pourra avoir accès à ces données? Alors, je m'attendais un petit peu à cette question. C'est une question vraiment complexe. La question du propriétaire ou de la propriété de la donnée, c'est une question qui n'est pas tranchée et qui n'est pas propre ni au Data Act ni à la directive DS. C'est une question qui se pose depuis nombreuses années et vraiment, on n'a pas de réponse. Si on s'en tient à ce que dit le RGPD, à partir du moment où vous avez des données qui peuvent faire remonter et d'identifier une personne physique, si cette personne physique, c'est un utilisateur qui n'est pas le propriétaire du véhicule, eh bien, on pourrait considérer que cette donnée n'appartient pas au propriétaire du véhicule, mais à celui qui l'a utilisé. C'est une problématique actuelle quand vous avez un véhicule de location. Moi, ça m'est déjà arrivé de pouvoir retracer les itinéraires des précédents locataires. C'est une difficulté qui existe. Donc je n'ai pas de solution, aujourd'hui à proposer. L'utilisateur et comment s'assurer, de l'utilisateur et de l'information ou de bien retransmettre les bonnes données à l'utilisateur. Aujourd'hui, j'ai pas de réponse parce que la propriété de la donnée et la propriété de la donnée du véhicule en particulier n'a pas été tranchée. Très bien. Une autre question, pourquoi le Data Act horizontal n'est-il pas suffisant pour le secteur automobile? Alors, je ne sais pas si c'est une question à laquelle tu pourras répondre, mais je te laisse commencer, je compléterai. Alors, c'est pas suffisant. Pour moi, c'est que c'est pas ce qui n'est pas suffisant, c'est que ce n'est pas adapté. En fait, la volonté du Data Act horizontal, c'est de pouvoir poser un premier cadre général. Donc il y a quand même avec l'historique de la protection de la donnée, l'idée, c'était de démontrer, que ça va dans le sens des citoyens, des consommateurs, de vous et moi, hein, pour dire ça, simplement. C'est une première pierre dans l'édifice, le Data Act horizontal et on a cette problématique, liée au véhicule et tu vas donner, quelques informations. C'est la même, ce sont les mêmes problèmes, par exemple, dans le domaine de la santé. Ce que je veux dire par là, c'est que le Data Act, horizontal, il est nécessaire, mais il n'est pas suffisant et c'est pas une insuffisance qui est propre au véhicule. Donc peut-être pour les spécificités, tu veux Oui, apporter quelques précisions? exactement, plutôt sur la partie business, puisque le Data Act horizontal demande aux constructeurs de mettre à disposition les données, mais ces données peuvent être différentes d'un constructeur à un autre.
et s'adresse uniquement à la donnée et non pas aux ressources et aux fonctions. Et donc, c'est pour cette raison que nous, au niveau de la fièvre, on pousse pour un data act sectoriel pour nous permettre justement d'avoir accès à un catalogue de données standardisées qui pourront être utilisées de manière globale sur l'ensemble du marché européen pour développer nos services. Voilà. Une autre question, alors ça arrive par ici. Alors oui, sur la mise en application du Data Act, on voit plusieurs dates s'afficher. Peut-il y avoir un empilement de dates au niveau juridique, comme l'on peut le voir sur la révision du Data Act, de la 4e version du Data Act, entre l'adoption de la loi et la mise en application des dispositions? Oui, en fait, alors ça, c'est pareil, c'est pas une spécificité Data Act, mais on peut tout à fait, dans le cadre d'un texte, prévoir, une fois qu'il est adopté, ça ne signifie pas qu'il va être entré en vigueur immédiatement. Et même lorsqu'il est entré en vigueur immédiatement, il peut y avoir des périodes de transition, et le texte peut, entrer en vigueur, étape par étape, si on peut dire. Donc il peut y avoir, plusieurs, dates différentes au sein du Data Act. C'est pas nouveau, juridiquement, c'est pas impossible. Très bien. Une autre question, alors je ne vois pas sur le chat s'il y en a d'autres. Parce que c'est caché. Les constructeurs vendent les données d'utilisation du véhicule. C'est un business grandissant. Est-ce que ce sera possible dans l'avenir? Bah, et c'est possible et c'est même souhaité. En réalité, la commission, la commission, européenne, hem, a noté qu'il y avait une sous-exploitation des données qui étaient mises à disposition, que ce soit dans le domaine, spécifique du véhicule, mais aussi dans d'autres domaines. La réglementation, elle n'est pas là pour, constituer une entrave à l'exploitation de ces données. La réglementation, elle est là pour protéger, heu, l'utilisateur, pour protéger, les propriétaires de ces données et pour encadrer, leur gestion. Donc est-ce que ce sera possible à l'avenir? Oui, ça sera toujours possible à l'avenir. La question qui se pose, c'est dans quelles conditions? Et c'est tout le sens des textes qui sont aujourd'hui, en discussion. C'est ce que va permettre très certainement le, le Data Act, d'avoir justement l'accès à ces données et de créer des nouvelles sources de revenus. Une question par rapport à la présentation. Dans le Data Act, le smartphone est exclu. Oui. Or, il semblerait que la France souhaite demander l'intégration du smartphone comme un support étendu. Quel est le... au niveau juridique, qui aura le dernier mot, en fait, entre la France et le Data Act sur OK. du smartphone? Alors aujourd'hui, on est encore au stade des discussions. Et c'est vrai que la France, elle a fait relever, notamment en décembre, un certain nombre d'observations qui portaient, spécifiquement sur le smartphone. Elle fait une distinction qui n'est pas très claire entre le device data et le content data. Ne me demandez pas spécifiquement ce que ça veut dire. J'ai pas moi-même pas vraiment compris, ce qui était entendu par cette, distinction. Ce qui est clair, c'est que, on a un certain nombre de compromis. A priori, c'est il y a ce Data Act et la dernière, la prochaine version devraient peut-être, intégrer, le smartphone comme étant l'un des objets concernés par, le Data Act. Qui aura gain de cause si ce n'était pas le cas? Eh bien, c'est le règlement. Quoi qu'il en soit, le règlement, c'est une norme internationale, donc ça s'applique, et de plein droit et de plein effet, au niveau français. Très bien.
Alors, est-ce que je vois d'autres questions sur le chat? Je n'en vois pas. Alors, juste ce que j'ai mis à l'écran, c'est notre écosystème sur l'accès aux données, puisque effectivement, vous avez le groupe de travail de la FIEV avec Xavier et moi-même. Et nous interagissons également avec la PFA et le CSTA31. Donc, je crois que Mathieu est présent et connecté. Voilà, je ne sais pas si tu veux dire quelques mots, puisque c'est un sujet sur lequel nous travaillons depuis plus d'une année sur le Data Act, et notamment avec une position paper commune, constructeur et équipementier, comme quoi parfois on y arrive. Je vais rajouter quelques mots. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci à Yolande pour cette présentation impeccable. Et merci Olivier et la FIEV pour l'organisation. Effectivement, il y a un groupe PFA, CSTA 31, un comité de standardisation technique automobile qui travaille vraiment sur ce sujet, piloté par Philippe, mais dans lequel Olivier et Franz de la FIEV, donc la FIEV, sont très actifs et qui vraiment suit tout ce que Yolande a exprimé là. On a sorti un position paper l'an dernier. On est en train de mettre la dernière main à la pâte sur le suivant qui arrive vraiment incessamment sous peu, on espère. Sachant que les intérêts, pour être très transparent, des constructeurs et des équipementiers ne sont pas toujours les mêmes. C'est ce qu'on a eu en creux dans ce que Yolande a dit il y a 2 minutes. Hein, c'est que comment on monétise les données, qu'est-ce qu'on en fait? On est dans un terrain à défricher, tous autant que nous sommes. Donc, on essaie d'y réfléchir et de concilier les différents intérêts au profit du secteur automobile français. Voilà. Très bien, merci Mathieu pour cette précision. Et la dernière entité, donc c'est plutôt au niveau européen, le CLEPA, le Working Group Télématique, qui est géré par Frank Schlubert et qui nous permet de porter, je dirais, la voix des équipementiers européens au niveau de la Commission et des parlements européens pour apporter une réponse commune à ce défi qui est le Data Act. Sur ce, je ne vois pas d'autres questions ou remarques de la part des différents participants. Donc, si je n'ai pas d'autres remarques et questions, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, je vous propose de nous retrouver courant avril sur un autre webinaire dédié à la cybersécurité organisé par la FIEV. Un teaser sera envoyé d'ici fin du mois, début mars. Merci à toutes et à tous. Merci. 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 Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.